Le timbre de la sonnette, le craquement du plancher sur le palier, un ray de lumière sous la porte, il abandonne sa page blanche et va ouvrir. Bonjour, dit un sourire. Je peux entrer s'impatiente deux yeux écarquillés. Il ne la remet pas. Quelque chose peut-être. Il est possible qu'il l'ait croisée, mais il ne sait pas qui c'est. Qui êtes-vous? Vous ne me reconnaissez pas? Non, désolé, nous nous connaissons. Bien sûr, enfin, moi je ne vous ai jamais vu, mais vous êtes bien tel que je vous l'imaginais. Vous ne m'avez jamais vu, mais vous me connaissez? Il se dit alors que c'est peut-être une fan, une admiratrice, une adulatrice même, qui sait, une lectrice prête à tout pour le rencontrer, comme à ses débuts, comme au temps de l'amour au couvent, quand de belles libraires ou de jeunes universitaires se jetaient dans son lit, lors des signatures en province. D'une certaine façon, cette possibilité le flatte. Il reste au moins une lectrice fidèle à l'auteur qu'il a été. Elle est charmante d'ailleurs, tout à fait le genre de femme qu'il aime. Enfin, qu'il aimait, qu'il a aimé. Et il regarde ses mains croisées sagement devant elle, à hauteur de son sexe, comme par hasard. Elles sont vides et il s'en étonne. Vous n'avez pas de livre? Non, pourquoi aurais-je un livre? Pour la dédicace, je suppose. Son rire tintinabule, blanche quenotte, lèvres cerises, haute pommette et la blancheur de ce cou qui se tend. Non, je ne suis pas venue pour ça, rassurez-vous. Je ne vois pas en quoi cela me rassurait. Je ne sais toujours pas ce que vous me voulez. Je voudrais vous parler de Dernier Éden, avant le purgatoire. Il ne sait pas quoi dire. C'est le livre sur lequel il travaille, celui qu'il jalouse, qu'il cache. L'histoire dans laquelle il s'enlise, sans rien dire à personne. Seigneur Dieu, il en était donc rendu là, pour la première fois de sa carrière. Et il avait dû croiser cette mignonne assistante chez son éditeur. Ah, vous venez pour le manuscrit? Oui, je sais. Je suis un peu en retard, mais entrez donc. Je vais vous expliquer. Elle entre chez lui comme un nouveau personnage dans une comédie musicale. D'un pas dansé, sa robe virevoltante, la tête haute et le sourire radieux de pénétrer enfin dans ce décor qui, pour lui, n'est que celui de son quotidien. Il la classe aussitôt dans la catégorie jeune universitaire de ses anciens désirs. Il l'invite à s'asseoir dans le vieux sofa. Elle s'y laisse tomber, un instant engloutie dans un remous de velours, dont elle émerge le bas de sa robe remontée haut sur ses cuisses. Il lui propose un café pour ne pas y penser et laisse la machine à capsules le filtrer. Lui n'en prend pas. Il écrit au chocolat chaud, mais ne veut pas que ça se sache. Pas de chocolat pour vous? Dit-elle d'un air mutin d'un enfant laissant savoir qu'elle sait. Et il ne répond pas. Il hésite à s'asseoir près d'elle sur le canapé, mais choisit par expérience le fauteuil tout aussi fatigué face à elle, pour la blanche rondeur de ses genoux et la tentation du sillon de ses cuisses. Je vais donc vous expliquer, mademoiselle. Blanche? Blanche? Vous savez bien. Non, il ne sait pas. Il ne se souvient pas, alors il ment, avec une coquetterie de vieux dandy, qu'il regrette aussitôt. Pauvre idiot. Blanche, bien sûr, excusez-moi, la mémoire défaillante d'un vieil homme. Elle ne répond par aucune indulgence politesse. Et il s'y offense le temps d'une seconde, le temps qu'un ray de soleil ne laisse deviner dans un soudain contre-jour, par la transparence de sa robe légère, ses jolis seins galbés. Et libre. Est-ce que cette petite assistance serait là, comme les étudiantes et les libraires d'antan, pour lui faire du gringue? Voilà, je suis un peu en retard sur la date de remise du manuscrit, parce que je remanie l'intrigue autour d'un nouveau et puissant personnage qui... Justement, c'est de ce personnage dont je veux vous entretenir. Mais comment pouvez-vous le connaître? Je n'ai parlé de ce revirement à personne. Vous parlez bien de personnage du grand reporter, Olivier, l'écrivain baroudeur. Oui, mais encore une fois, comment... Écoutez, je vais être franche. Je suis venue vous voir pour vous dire que je ne veux plus coucher avec lui. Pardon? Je sais, ça va vous contrarier, mais je n'en peux plus. C'est plus fort que moi. Il la regarde, sa petite bouille de colère boudeuse, ses yeux de bakélite, sa moue décidée, désirable dans l'instant là, tout de suite, si elle accepte, dans le vieux sofa frappé de son canapé. Puis il se reprend enfoui son visage dans ses deux mains, et le malaxe, comme pour en effacer un mauvais rêve. Qui diable êtes-vous donc? Panique-t-il. Mais Blanche, bien entendu Blanche Castelet.
Votre héroïne? Blanche Castelet? Mais c'est impossible. Paul, je peux vous appeler Paul? Je suis Blanche. C'est vous qui m'avez imaginé, créé et conçu. Je croyais que vous en étiez rendu compte. Non, non, murmure-t-il, décontenancé. Je vous croyais envoyé par mon éditeur. En fait, je le suis un peu, d'une certaine façon, puisque votre roman bloque à cause de moi. Mon roman ne bloque pas, s'insurge-t-il vexé, puis soudain idiot d'avoir à se défendre face à un personnage. 8 pages en un mois, Paul. 8 fois réécrites, pour des scènes d'un érotisme douteux, et à mon sens inutile et nuisible à la force de l'intrigue. Non, mais comment vous permettez-vous? Il a rebondi de son fauteuil, poussé par une trop magistrale indignation pour ne pas s'en sentir aussitôt ridicule devant un personnage qui ne peut pas exister, enfin, qui n'existe pas en vrai, ailleurs que dans son œuvre, dans sa tête, Seigneur Dieu. Deviendrait-il fou? Paul, je me permets parce que vous m'avez fait revivre 8 fois cette copulation désobligeante, et j'en suis épuisé physiquement et moralement. Vous avez fait de ce baroudeur de pacotille... Olivier Thévenin, un baroudeur de pacotille? Oui, Paul, quelqu'un doit vous le dire en face une bonne fois pour toutes. Vous avez fait de ce baroudeur de pacotille une bête de sexe qui ne vous ressemble pas. Me ressembler? Mais pourquoi Olivier Thévenin me ressemblerait-il? Parce que tous vos personnages masculins sont vous, Paul. Chacun un peu, à leur manière. Vous ne pouvez pas leur échapper. Mais ce Thévenin, quoi ce Thévenin? Vous ne voulez quand même pas que je vous cite? Il est un amant indomptable, un cheval fougueux, un mustang qu'elle chevauche comme une charge de cavalerie. Ou encore, il prend tout d'elle, ses seins, sa bouche, son cul, son sexe, et ne lui laisse que l'émoi de ses désirs assouvis et le désarroi de ses jouissances inattendues. Franchement, Paul, ou même, il la désarticule de bonheur. Il tétanise son plaisir, il écartèle ses moindres fantasmes et la jette épuisée dans ses draps, comme une naufragée volontaire dans l'écume des mers. Paul, quand même. Quoi, ce n'est pas si mauvais que ça, c'est imagé. Mais ça me défonce le cul, Paul, vous me permettez d'être aussi direct. Depuis un mois, je ne sers qu'à ça, à me faire déglinguer que par Thévenin. Sans autre raison que d'aller me consoler dans les bras de ce pauvre Lambert, sous prétexte qu'il serait toute la douceur qu'une femme aimée serait en droit d'attendre. Eh bien quoi, ces deux genres d'hommes existent, non? Bien sûr qu'ils existent, Paul. Ils sont tous les deux une part de vous-même. Et je peux le comprendre. Mais être romancier, c'est écrire pour ses personnages, pas pour soi. Mais où allez-vous chercher cette idée que je n'écrirai que pour moi? Savez-vous combien de lectrices et de lecteurs j'ai? Vous en avez beaucoup, Paul. Mais si vous bloquez sur ce roman, c'est que vous ne l'écrivez pas pour eux. Et dites-moi donc pour quelle raison, vous semblez tout savoir, je n'écrirai que pour moi. Elle hésite un peu, et la situation lui rappelle une scène où Thévenin perd la tête dans un désir violent après une colère de Blanche. Comment ils jettent leur corps et leur sexe à l'assaut l'un l'autre, dans une étreinte au cours de laquelle il prend tout d'elle, ses seins, sa bouche, non, son... Justement, elle le regarde et son silence parle pour elle. Il comprend qu'il vient lui-même de faire la démonstration de ce qu'elle lui reproche. Paul, avouez-le, vous ne voulez pas tous ces ébats que pour le plaisir d'une étreinte avec moi. Mais pour qui vous... Je me prends pour ce que vous avez fait de moi, Paul. Je ne vous en veux pas. L'idéal de toutes celles que vous avez aimées dans la vraie vie et de celles que vous avez convoitées dans une autre vie. Rêvez. Je suis l'abrégé de vos fantasmes, Paul. C'est ainsi que vous m'avez faite. Pas du tout. Mais pas du tout. Alors, vous êtes un personnage imaginaire construit pour servir mon propos dans une histoire dont la portée vous échappe et vous n'avez pas la moindre idée du sens que je lui donne. D'ailleurs, vous n'y êtes plus indispensable et il se pourrait bien que vous n'y surviviez pas. Et il s'emporte et elle se fâche à son tour. Eh bien, puisque nous en sommes là, laissez-moi alors vous dire ce que je ressens vraiment. J'ai l'impression de n'être que votre geisha servile, une call girl qu'on convoque, la concubine à disposition de votre gynécée mentale. Qui croyez-vous tromper quand vous me faites prendre par Thévenin? C'est vous qui me prenez, qui disposez de moi, de mes soumissions guerrières, de mes abandons,
que vous voulez audacieux. Et quand vous me faites geindre, supplier, gémir, feuler, c'est ce que vous voulez entendre de moi. Il cherche quoi répondre quand une porte s'ouvre et que sa femme sort de leur chambre, nue, dans une robe de chambre japonaise, aux pans dénoués. Un instant fugace. Enfin, quand l'âge et le temps t'ont saisi de ce terrible désarroi à toutes les autres, impossibles et inatteignables, la boulangère, la stagiaire, la voisine, la doctoresse, l'avocate, cette inconnue du matin à l'arrêt du bus, la présentatrice de cette émission. C'est Blanche, quoi. Blanche, la Blanche. C'est ce que je suis venue lui dire, explique Blanche. Je veux qu'il cesse de se servir de moi par personnage interposé. Toi, tu la fermes, petite bécasse opportuniste. Pour qui tu te prends? Après tant de dicter à ton auteur ce qu'il doit faire de toi. Écoutez, madame, rien ne vous oblige à la vulgarité, et votre mari est bien mieux placé que vous pour savoir que ces personnages ont ce pouvoir de forcer sa plume. Ne le raconte-t-il pas à chaque conférence? Ce sont mes personnages qui décident de mes romans. C'est la seule raison pour laquelle je me suis permis de venir. Mais n'avez-vous donc pas compris, pauvre petite gourgandine, que les auteurs n'ont jamais vraiment vécu ce qu'ils écrivent? Et ils ne font que se délecter à le vivre par procuration, à travers leurs écritures. Même si vous m'avez ressemblé un jour, pensez-vous vraiment qu'il m'a aimé comme il prétend l'avoir fait à travers vous? Là, franchement, chérie, tu deviens blessante. Mais non, pauvre idiot, puisque par ce message qui s'adresse à moi, à travers ton personnage, tu n'en demandes en quelque sorte pardon, et que ça te rend vulnérable, donc attachant, et que je t'aime d'autant plus. Blanche reste sans voix, de se retrouver au milieu des aveux du couple. Un café? Propose alors la femme, comme si rien n'avait été dit précédemment. Double diabolito? Dans une tasse sans anse, sans sucre? Comment savez-vous? C'est ce que je bois, dit la femme d'un sourire amusé. Elle disparaît dans la cuisine et le mouvement fait voler les pans de son vêtement. Traîne aérienne et volage qui dévoile une seconde ses jolies fesses. Blanche bondit hors du sofa et s'approche de l'auteur. Écoutez, je suis autant désolée que vous de cette situation. Coupons court à tout ça, débarrassez-moi de Thévenin et n'en parlons plus. Timbre de la sonnette. Crissement du parquet, sur le palier, une ombre dans le ray de lumière sous la porte. « Occupé au café !» crie la femme depuis la cuisine. Lui ne répond pas, figé à l'idée que sa femme sache qui est vraiment son personnage et, d'une certaine façon, donne raison à Blanche. Timbre de la sonnette. « Toujours occupé !» prévient la femme. Lui reste sans réagir, Alzheimer perdu dans un ailleurs éthéré, absent du monde. C'est Blanche qui va ouvrir. « Thévenin ? Blanche, mais qu'est-ce que tu fais là? Et toi? Je suis venue parler à l'auteur. Eh bien moi aussi, justement. » « Monsieur, dit Thévenin en rentrant dans l'appartement, il faut que je vous dise, je n'en peux plus de baiser Blanche une fois par chapitre. »« Ah, vous voyez !» s'exclame Blanche. « Il voit quoi ?» s'étonne Thévenin. « Je suis venue lui demander la même chose. »« Tu ne veux plus baiser avec moi, mais pourquoi ?» s'inquiète aussitôt Thévenin. « Je suis un mauvais amant. Tu ne jouis pas ?»« Il ne s'agit pas de cela, tente d'intercéder l'auteur. » Si, c'est bien de ça dont il est question. Bien au contraire, reprend Thévenin. Il se tourne vers Blanche et lui prend les deux mains, comme on le fait à une confidente. Blanche, ce baiser-là, ce n'est pas moi, tu vois.
ses obsessions, ses rutes, ses coïts, ses pulsions. C'est lui, ce n'est pas moi. Je ne suis pas comme ça, Blanche. Et moi, tu crois que je suis comme il l'écrit ? Écoutez, ça commence à suffire. Là, vos enfantillages de personnages gâtés. Je vous ai vendu à plus de 200 000 exemplaires. Je vous rappelle alors un peu de respect pour mon travail. Espèce de petit... Oups, il faut un café de plus, dit la femme, en débouchant de la cuisine, dans son déshabillé japonais qui vole au vent. Resterait-on avec un verre d'eau pétillante, je suppose ? Comment savez-vous ? Il a ramené cette manie de Buenos Aires, dit-elle en désignant l'auteur d'un petit mouvement de menton qui écarte un peu plus son vêtement et laisse apparaître un sein à la pesanteur tentatrice. « Mon Dieu, que votre femme est belle !» murmure Thévenin sans la quitter des yeux. « Je te ferai remarquer qu'elle me ressemble beaucoup, » dit Blanche. « Que vous me ressemblez ?» corrige la femme. Les mains prises par les cafés ne peut cacher ce sein objet de tous les désirs. C'est Blanche qui bondit vers elle et rajuste les pans du satin. La femme tend un café à Blanche comme un remerciement, pose le sien sur le coin de la cheminée et retourne à la cuisine préparer celui de Thévenin. « Tu en veux un aussi, chérie ?» Il n'ose pas refuser et il se crée comme une trêve, une parenthèse sensio-temporelle, le temps que sa femme revienne toujours aussi impudique avec le café. « Mais mon Dieu, qu'elle est belle !» murmure à nouveau Thévenin, fasciné par le corps de la femme qui s'en trouve flattée. « Chérie, tu devrais peut-être réajuster ton vêtement. » Mais pourquoi donc ? Nous sommes seuls ici, non ? Eux ne sont que des personnages. Personnages, oui, s'offusque Thévenin, mais présents quand même. Et donc, vous veniez dire à mon mari que vous ne vouliez plus sauter le personnage de Blanche, construit à mon image ? Quoi ? Blanche à votre image ? Mais madame, si Blanche l'était vraiment, à votre image, Oui, bon, ça va, on a compris, coupe l'auteur. Dites-moi ce que vous étiez venu me dire et finissons-en. Voilà, comme je vous l'ai dit, je ne veux plus de ce rôle où je passe mon temps entre les délires charnels et les mièvreries sentimentales de Blanche. Ça n'a rien de personnel, Blanche. Tu le sais très bien. En dehors de ça, nous nous entendons bien dans ce bouquin. Mais là, monsieur, j'en peux plus. Honnêtement, chérie, moi qui lis et corrige tes manuscrits, je comprends ce garçon. Chérie, ferme-la, tu veux ? C'est déjà assez complexe à gérer. Alors, n'interfère pas, d'accord ? La bouche de la femme s'arque d'une petite moue moqueuse qui prend Thévenin à témoin. Et quant à elle, se penche face à lui pour poser son café sur la table basse. Elle étouffe son regard de ses seins généreux. Donc vous ne voulez plus, comment avez-vous dit, de ce rôle dans mon bouquin, c'est ça ? Oui. Qu'à Dieu ne plaise, je vous ferai mourir dans le prochain chapitre. Cela vous convient-il ? Thévenin sonné ne répond plus, mais Blanche s'offusque d'une réponse aussi cruelle. Comment pouvez-vous, c'est monstrueux. Mais n'est-ce pas ce qu'il désire ? Si vous faites mourir Thévenin, je vous préviens, moi je me laisse mourir et vous ne terminerez jamais ce livre. Foutaise, mademoiselle, c'est moi qui décide qui vit et qui meurt dans mes romans. Ah oui ? Et comment se fait-il que vous n'ayez rien écrit depuis un mois alors ? 64 pages à la corbeille, en 8 tentatives. La fatigue, c'est tout, une petite baisse d'inspiration, rien de plus. Ah oui, la fatigue ? Et qui vous empêche de dormir depuis des semaines ? Qui se glisse dans votre lit, qui se colle à vous, nu, et vous caresse dès que vous prétendez vouloir écrire ? Vous ne prétendez pas quand même que... Bien sûr que si, répond Blanche. C'est ma façon à moi de faire la grève du zèle. Un surcroît d'inspiration pour noyer votre jugement. C'est moi qui écris le scénario de vos nuits blanches. Et vous n'écrivez plus rien. Et vous n'écrirez plus rien tant que vous n'aurez pas répondu favorablement à ma demande. À nos demandes, insiste Thévenin. Mais qu'est-ce que vous voulez, vous ? Je peux encore comprendre la demande de Blanche, mais vous... Thévenin tente d'oublier la nudité de la femme et s'assit les fesses au bord du canapé, comme pour un entretien d'embauche. Ce que je voudrais, c'est un autre rôle. Un rôle ? Oui. Nous, autres les personnages, nous jouons des rôles que vous inventez,
et que nous incarnons. Incarner ? Bien sûr, intervient Blanche. Vous dessinez un rôle de tigresse et je l'incarne, par exemple. Mais vous n'existez pas, hurle l'auteur, vous n'êtes pas réel, vous êtes qu'une tigresse en papier. Et pourquoi alors, s'il vous plaît, des milliers de lectrices pleurent à mes malheurs ? Est-ce qu'elles pleurent des larmes de papier, se vexe Blanche ? Elles pleurent à cause des sentiments humains que j'ai mis dans vos personnages. Bon sang, ce n'est pas compliqué à comprendre. Et comment appelez-vous un personnage avec des sentiments humains, alors, hein ? Allez, dites-moi. Un personnage, tout simplement. Oui, mais un personnage humain. Nous existons autant que vous, monsieur l'auteur.